Merci, bonjour d'être présent et d'assister à cette présentation sur le métaverse. Alors, les premiers éléments, au-delà des concepts, il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre pour faire exister le métaverse et pour pouvoir y aller. Quand on veut aller à Marseille, on prend le train. Quand on veut rentrer dans un environnement virtuel, il y a un certain nombre d'outils qui vont ne pas tarder à apparaître, j'en suis certain. Avant que les slides apparaissent, le premier outil, c'est la réalité virtuelle. Ce sont des casques que vous avez tous vus et qui, en fait, accompagnent et occupent l'ensemble de la vue de l'utilisateur et qui lui présentent un monde virtuel. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être... la slide sur les casques de réalité virtuelle va arriver. Parfait. Donc, c'est ce que je viens de dire, je ne vais pas le répéter. Ensuite, on a les dispositifs et les lunettes de réalité augmentée. C'est-à-dire que là, on va venir superposer des informations, toutes sortes d'informations, sur des prises d'images qui, eux, sont en lien direct avec la réalité. Donc, on va pouvoir se promener dans une rue et disposer sur l'écran de fournir l'information d'un certain nombre de restaurants, d'activités qui peuvent être en lien avec l'intérêt de l'utilisateur. Et enfin, troisième moyen qu'on retrouve assez souvent dans le monde professionnel sont les réalités mixtes, c'est-à-dire qu'à la fois, on va venir dans de la réalité virtuelle rajouter de la réalité augmentée. Ça permet par exemple de faire de la maintenance ou sur des équipements, de s'entraîner, ou même dans le domaine de la santé, de passer à la fois d'un monde virtuel dans lequel on contrôle l'ensemble de la vision de l'utilisateur à des données du monde réel. Pour ce faire, il y a des équipements. Alors, les premiers équipements étaient essentiellement connectés sur des PC, donc ça veut dire que la mobilité était réduite. On a des outils comme l'HTC Vive ou Meta 2 de Meta. C'était vrai pour la réalité virtuelle, mais aussi pour la réalité augmentée. Ensuite, il y a eu des casques, il y a des casques qui sont connectés sur des smartphones. Donc là, effectivement, on est beaucoup plus mobile. Et enfin, on a des casques qui sont autonomes, donc on peut aller se promener où on veut, et avec ces casques, on a une liberté de mouvement qui est importante. Comme toute industrie, des industriels sont venus construire ces outils, et on voit de très grands opérateurs, de grands faiseurs du secteur, comme Sony, Apple, Meta, Microsoft, qui proposent des dispositifs, en plus du logiciel, des dispositifs matériels. Et enfin, on a les combinaisons haptiques. Alors, on ne les a pas encore vraiment, mais l'idée, c'est pour augmenter le caractère immersif de l'expérience, c'est de contrôler l'ensemble des sensations de l'utilisateur en lui mettant une combinaison et dans laquelle il va pouvoir sentir la chaleur, la vue, et puis aussi le mouvement. Alors, pour ce faire, derrière, on a toute une série d'aspects logiciels qui arrivent, notamment la création d'avatars de type humanoïde, c'est-à-dire que ce sont des avatars qui vont être pilotés par de l'intelligence artificielle. C'est très utilisé non seulement dans le métaverse, mais aussi dans les réseaux sociaux pour organiser des groupes de pression, faire croire qu'1 million de personnes pensent que vous êtes le type le plus génial de la planète. Bon, ça coûte 30 € et après, à charge pour vous de les diffuser. Et puis, parallèlement à ça, il y a tout le traitement d'images. On voit qu'aujourd'hui, on est sur des images un peu faibles, mais on voit qu'il est possible d'avoir des images de très haute qualité quand on utilise des choses venant de l'entertainment, donc des jeux vidéo. Un peu d'histoire, donc ça c'est pour faire savant dans l'idée en ville. Dans les années 60, première apparition du métaverse dans le bouquin Le Samouraï virtuel. Ensuite, on a un premier jeu qui était Second Life en 2003, donc, qui permettait en fait d'interagir avec un monde et puis d'interagir avec d'autres avatars. Après le film en 2018, qui va arriver. Voilà, Ready Player One, donc qui permettait en fait de mettre en scène un monde dans lequel la réalité virtuelle et le métaverse prendraient une part importante. Et puis un élément très important, c'est en 2014 l'investissement par Facebook qui rachète Oculus et qui donc se positionne à la fois, me semble-t-il, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire c'est de donner à ses utilisateurs une expérience immersive plus importante, mais c'est aussi pour essayer d'échapper aux régulateurs, parce qu'il y a des sénateurs un peu âgés qui lui ont dit que dans le fond c'était bien la liberté, mais qu'il fallait quand même un minimum de contrôle, notamment dans tout ce qui a trait à la vie privée et aussi aux échanges financiers, puisqu'il ne faut pas oublier que son métaverse, même s'il l'a abandonné, était accompagné d'une refonte un peu du système financier sauce Facebook.
Pour que tout ça puisse exister, il faut que les débits soient de plus en plus importants. On commence à le voir arriver avec la 5G. Il faut que la puissance de calcul soit importante aussi. Là, on a les calculateurs quantiques avec IBM qui tient sa roadmap. Aujourd'hui, les calculateurs quantiques existent et sont une réalité, même s'il y a un certain nombre de questions qui restent posées. Les fabricants, on l'a vu, qui proposent des produits pour permettre de voyager dans le métaverse et d'avoir une expérience immersive importante. Et puis, dans la technologie, les développeurs aiment bien travailler dans cet environnement. Pourquoi ? Parce que c'est valorisant et c'est un environnement qui permet de travailler sur des technologies où le concept rejoint très facilement la réalité et l'exécution. Et enfin, un marché en croissance. Alors, sur les chiffres, on annonce 500 milliards, 600 milliards. Moi, je peux vous annoncer ce que vous voulez. On n'en sait rien. Mais c'est le même phénomène que l'entertainment au début. Au début, tout le monde se disait, bah oui, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, c'est plus important que le cinéma, la musique et autres. Donc, 500 milliards, je ne sais pas. La seule réponse qu'on peut se dire, c'est que dans les 10 prochaines années, ça sera beaucoup. Voilà. Donc, c'est à peu près la seul chiffre fiable que je suis, moi, personnellement, en mesure de vous donner. Alors, les manques du métaverse, on voit qu'on a un problème de qualité d'image, parce que cette image, il faut la générer, et la générer sur tout type de terminal, donc c'est pas évident. On voit que les équipements restent chers, mais là, on est dans une politique industrielle. Comme toute industrie, au début, les tourne-disques coûtaient un fric fou, les ordinateurs aussi. Et maintenant, on a une puissance de calcul pour moins de 100 €. Donc, ce n'est pas un problème. Et les combinaisons haptiques, même si on ne les a pas, on voit que dans un certain nombre de domaines, comme le militaire ou ailleurs, elles arrivent et donc elles finiront par arriver dans le grand public. Et puis, il faut que la pratique se diffuse dans la population et ça va se faire petit à petit. Encore une fois, c'est un peu comme les chiffres, à quelle vitesse, j'en sais rien. On peut se dire que dans les 5 prochaines années, on aura un nombre non négligeable de la population mondiale ayant du pouvoir d'achat, toujours important de le préciser, qui sera en capacité de fonctionner dans ces environnements. Les usages pour le travail, j'ai tendance à dire tous les usages, le travail collaboratif, le travail en remote. Dans le marketing, ça a déjà, dans ces secteurs, ça a déjà plus ou moins commencé avec la mise en situation de produits, la mise en situation de services, des jeux de rôle, des actifs virtuels, c'est-à-dire que non seulement on construit des environnements, mais on est capable de les vendre. Et donc, il y a un marché autour de ça qui existe. Et puis, des expériences de plus en plus immersives, c'est-à-dire de faire en sorte d'accompagner et de créer un monde dans lequel on est vraiment ailleurs et sans franchement de lien avec la réalité. Plus tout ce qui est jumeaux numériques, c'est-à-dire grosso modo, on peut exister dans le monde normal, si je puis dire, et puis même si le métaverse n'est pas du tout un monde anormal, et exister aussi dans le métaverse. Les secteurs impactés, l'éducation, ça va de soi. L'industrie, on l'a vu avec déjà des offres. Microsoft est très très avancé dans le domaine de l'industrie. Les arts et la culture, on a aujourd'hui des créateurs qui ne créent plus que dans le métaverse. L'immobilier, où il y a un certain nombre d'expériences. Alors là, on peut être aussi prudent, mais on voit quand même qu'il y a des achats de terrain et d'espace. On construit des choses, on propose des boutiques avec des zones de chalandise. Donc il se passe quand même, c'est pas négligeable, avec des sommes qui commencent à être relativement importantes. Le tourisme, la santé, ça existe. Les ressources humaines et bien évidemment tout ce qui est jeux vidéo, entertainment, où là, on a une espèce d'alliance objective. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui ont des scénarios, des mondes virtuels, de la technologie, et puis de l'autre côté, on a des personnes qui veulent qui veulent créer des mondes pour créer des environnements et des ambiances qu'ils contrôlent. Donc tout ça, en fait, grosso modo, on voit bien que tout le monde a une alliance objective dans le métaverse pour le faire avancer. Ensuite, toujours la même question, la disponibilité des technologies, les sommes investies et puis qui va être acteur principal ou pas. Donc ça veut dire quoi? De nouveaux espaces de commercialisation. On peut commercialiser dans le monde dans lequel nous sommes, mais on peut aussi commercialiser dans le métaverse et avoir un système de relations entre les deux. On peut proposer bien évidemment des services avec le côté immersif qui fait que le service est encore plus abouti que quand on le regarde depuis un petit écran d'ordinateur ou un écran de téléphone. Et puis la dualité, donc ça par exemple les marques de luxe le font très bien, où vous achetez à la fois des vêtements dans le domaine du luxe et vous avez l'équivalent dans le métaverse. Alors la difficulté principale pour moi, c'est premier point l'ADN. Une entreprise, ça existe, alors sauf si vous êtes un pure player qui vient d'arriver, mais une entreprise existe depuis un certain temps, elle a une ADN. Et c'est compliqué en fait de transposer cet ADN dans le métaverse. L'exemple que j'ai pris là, c'est Breguet. Eric, j'ai pas de doute qu'il ait la capacité de s'acheter pour 150 000 € une montre. J'ai du mal à passer de la montre de haute horlogerie à l'avatar qui est en dessous.
Ensuite, on a la question d'un investissement au bon rythme. Il ne faut pas être en avance de phase, mais pas être en retard. Est-ce qu'on est sur une approche souveraine, c'est-à-dire on maîtrise un maximum de choses, ou sur une approche mutualisée? Est-ce que comment aussi on gère la montée en puissance des outils? C'est-à-dire ça veut dire qu'il faut s'intégrer du versionning et refaire un certain nombre de choses. Et enfin, prendre du recul par rapport aux chiffres annoncés. Meta a perdu 30 milliards. Sincèrement, je ne sais pas si ça vous fait quelque chose. Moi, ça ne me fait rien. Et en plus, 30 milliards perdus en 24 heures et certainement 50 regagnés en 48 heures. Bon, que le personnel s'amuse. Enfin, c'est totalement irrationnel. Alors, lié à tout ça, on a les technologies liées au Web3 avec la blockchain et les NFT qui sont le support parce que, bien évidemment, pour qu'un marché existe, il faut qu'il y ait des échanges financiers. Donc, la blockchain et les crypto-monnaies. Les NFT pour garantir la propriété numérique. C'est bien beau d'acheter quelque chose, mais j'ai quand même envie qu'on m'explique que ma montre à 150 000 €, c'est bien la mienne. Et puis les smart contracts, c'est-à-dire que dans un certain nombre d'échanges, on va pouvoir baliser la nature de ces échanges et les étapes, et au moins qu'on garantisse que tout ça existe. Donc la blockchain aujourd'hui garantit tous ces éléments-là, plus la sécurité de l'infrastructure, étant entendu qu'il y a quand même un problème de sécurité avec l'arrivée du quantique, où il faudra se poser la question de savoir quel est le degré de chiffrement nécessaire pour cela. Alors le métaverse en chiffres, comme je vous le disais, les chiffres, à la limite, nous importent peu. Réponse beaucoup. On voit qu'il y a énormément d'acteurs, donc ça veut dire que ce marché est actif. Donc c'est un marché, quoi qu'on en dise, qui est en développement. Et il y a des expériences qui sont faites. Alors, il faut toujours être prudent aussi dans ce genre d'expérience, parce que comme il n'y a pas de transparence aujourd'hui, il va y en avoir, mais il n'y en a pas forcément aujourd'hui dans les échanges financiers. Moi, je peux acheter un terrain 100 €, me le racheter 3 milliards d'euros, et personne n'y verra que du feu. Donc c'est un peu... mais ça bouge. Alors, la stratégie des acteurs du secteur Facebook, créer une nouvelle place de marché sans réglementation, je pense que c'est leur objectif principal. Microsoft, lui, avec ses offres, a déjà des offres professionnelles dans le domaine de la formation, et et notamment, il a des expériences avec différents corps de métier, différents types d'activités. Et puis, on voit toutes sortes de fournisseurs, soit de matériel et de logiciels, qui viennent rajouter, soit qui viennent proposer plus de puissance de calcul et donc une génération plus fine d'images, ou alors des services comme les avatars de l'intelligence artificielle, ou la capacité de modéliser en temps réel un visage pour en disposer dans le métaverse. Donc voilà un petit peu les éléments qui existent. Et une dernière slide. J'étais un peu plus rapide. Voilà. Alors... Il y a plusieurs questions posées. D'abord, il y a une réglementation. Il ne faut pas se leurrer. À partir du moment où des sommes considérables sont véhiculées, il est clair que ces sommes doivent être contrôlées, avoir un minimum de transparence. Et les États, assez légitimement, prélèvent des taxes. Alors après, on peut aimer ou pas les taxes, mais enfin, pour qu'une société fonctionne, il faut un minimum de taxes pour la faire fonctionner. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que M. Zuckerberg s'est un peu trompé, puisque quand il a annoncé qu'il allait avoir la monnaie, il allait fournir la monnaie du futur, effectivement, la monnaie du futur opaque n'existe pas, sachant que le système de réglementation actuel tourne depuis le XVIe siècle. Donc, on voit aussi pourquoi ce système va être réglementé. Donc, les États-Unis, les Chinois, les Européens ont une réglementation. Ensuite, on a une problématique sociétale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans une société dans laquelle 5, 10 ou 15% de la population ne sort plus de chez elle, vit un peu à la Howard Hughes fin de vie, c'est-à-dire je suis chez moi, j'ai tout ce qu'il faut et j'existe et je n'ai pas la volonté de rencontrer d'autres personnes et de sortir. Donc ça, c'est quand même un point un peu social sur lequel, à un moment donné, je pense qu'il va falloir s'interroger. Et puis, dans tout ce qui est la culture, mais aussi d'autres domaines, qu'est-ce que l'on considère comme stratégique et comme souverain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que l'on maîtrise en matière de technologie et qu'est-ce que l'on accepte de ne pas maîtriser et de laisser à d'autres. Là, il faut être prudent parce que, prenons l'exemple de la France qui a quand même une grosse création culturelle, une grosse activité culturelle. Si les outils de création de cette culture et d'expression et de diffusion de cette culture sont entièrement maîtrisés par d'autres acteurs que des acteurs français, si un jour, je sais pas, moi, quelqu'un n'aime pas tel type d'expression culturelle, on va couper le moteur parce que dans le fond, ça sera un moyen assez simple de bloquer une création ou de bloquer des idées ou de bloquer des échanges. Donc là, on a une vraie question sur la souveraineté. Il y a un rapport qui a été rendu à la demande du président de la République, je crois, par 3 personnes, qui donne un certain nombre de pistes. Écoutez, je pense que j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravi de vous faire cette présentation. Merci Pascal. Ça nous a permis de prendre un peu de hauteur, de comprendre, peut-être que vous comprenez mieux aujourd'hui toutes les implications de ce qu'est le métaverse. Métaverse, Web 3.0, qu'est-ce qu'on en fait réellement ?
Aujourd'hui, nous, on a voulu s'arrêter avec des gens qui font et des cas très pratico-pratiques et qui s'appliquent à notre secteur. Donc, je suis ravie d'accueillir François Desgardins, qui est directeur des nouvelles offres et de l'innovation chez Nexity, et qui vous présente en avant-première la vision de son métaverse. On peut dire ça ? Exactement. Raconte-nous un petit peu ce qu'il en est. Et puis après, on accueillera Alexandre. Alors, ce que vous voyez à l'écran défiler en ce moment, c'est un POC. Hein. Ce n'est pas une version qui est en production. Mais bien évidemment, comme tous les grands groupes français, étant donné qu'on est le numéro 1 de l'immobilier français, on se pose des questions sur comment on va utiliser toutes ces technologies et tous ces outils pour accompagner le développement de nos offres et le développement de notre expérience client. Alors, le premier sujet qui est pour moi important, parce qu'on en a quand même pas mal parlé, c'est quelle philosophie on met derrière. Chez Nexity, on s'est posé la première question qui était de dire, est-ce qu'on achète des parcelles dans des mondes virtuels ? Est-ce qu'on embauche des développeurs qui ne seront plus des développeurs immobiliers mais des codeurs ? Et est-ce que demain, je me mets à me dire que je vais faire la même marge en vendant un appartement dans un monde virtuel à des gens qui n'ont pas la capacité d'acheter un appartement dans le monde réel ? Il s'avère que ce n'est pas la stratégie arrêtée par la présidence et la direction générale du groupe, parce qu'on a la conviction qu'on est un acteur de terrain qui vend du réel, et clairement, on ne veut pas être celui qui vous proposera demain un bel appartement avec des terrasses et une piscine, parce que vous ne pouvez pas vous l'acheter dans le monde réel. Ça, c'est un choix de société, et de société au sens large, de société Nexity, mais de société de vivre ensemble, qu'on a. Voilà. Et c'est bête, mais cette question-là, déjà, elle nous a pris du temps. Il fallait y réfléchir, parce qu'il y aura un marché de gens qui auront gagné de l'argent, j'ai envie de dire, sur des gens un peu perdus, la fameuse population des 10% dont on a parlé tout à l'heure. Nexity n'en sera pas. Est-ce que pour autant, on doit ignorer ces technologies ? Est-ce qu'on doit ne pas les utiliser ? Bien évidemment, non. Ça va bouleverser notre manière d'échanger avec nos clients. Et donc, on va garder du métaverse et de toutes ces technologies ce sujet qui est comment on va utiliser ces produits-là pour recréer de l'expérience client. Dans ce pavillon que vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller y faire ? On va permettre à des gens de venir visiter des villes à des heures de connexion qu'on connaît tous, puisque tous autant que vous êtes, vous avez tendance à faire un certain nombre de démarches entre 23h et 2h du matin, parce que vos enfants sont couchés, parce que vous avez fini de faire ce que attend votre employeur. Et aujourd'hui, quand vous allez dans une agence, mécaniquement, elle est fermée. Ou en tout cas, comme tout le monde, nos collaborateurs ont le droit d'être chez eux. Donc la question de fond, c'est comment on va créer des médias qui vont vous permettre d'aller découvrir des villes. Et on a investi dans un certain nombre de sociétés qui permettent de faire des villes en 3 dimensions, notamment dans Bien Ici, mais aussi dans une autre société qui s'appelle Bionatics et qui font des villes en 3D. Et dans ces villes, on va vous permettre de découvrir les logements qu'on s'apprête à construire ou ceux qu'on commercialise avec des structures comme Habiteo ou comme Realize 3D. Et dans ces univers-là, finalement, vous allez pouvoir naviguer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De notre point de vue, ça ne changera pas la nécessité pour vous d'aller vous promener dans la ville dans laquelle vous voulez investir et d'aller discuter avec nos conseillers. On va juste créer un média de plus, on va créer un réseau de distribution supplémentaire. On avait des agences dans lesquelles vous alliez pousser une porte pour discuter avec des gens. On a eu des call centers, on a eu des sites internet. Demain, le métaverse va ramener une dimension supplémentaire, cette 3e dimension, et cette capacité aussi à échanger avec des communautés sans filtre. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cet univers, si vous discutez avec un client Nexity, il vous dira ce qu'il a envie de vous dire. Et s'il n'est pas content de Nexity, bien évidemment, il va falloir qu'on assume le fait qu'il ne soit pas content de la prestation que Nexity a pu lui produire, soit parce qu'il nous a acheté un appartement dans lequel il avait des réserves, soit parce que tout simplement, il a considéré qu'en tant que syndic de copro, on ne s'occupait pas bien de lui. Donc nous, ça va nous forcer, bien évidemment, à assumer notre expérience client. Mais ça, on n'a pas de sujet. Quand on a notre taille, c'est évidemment quelque chose d'absolument nécessaire. Et donc, toute la relation, finalement, client peut être complètement déportée dans cette agence virtuelle. Et c'est aussi bien la partie promotionnelle que la partie transactionnelle, que la partie gestion locative ? Tout à fait. Alors à terme, bien évidemment, on ne va pas jeter à la poubelle tous les développements qu'on a pu faire. C'est plutôt un hub, donc un lien de connexion qui va permettre d'aller plonger dans un certain nombre de produits qu'on a déjà. Donc typique, on a des simulateurs aujourd'hui qui vous permettent de regarder quel niveau d'endettement vous pouvez avoir, quel montant vous pouvez emprunter. Ces simulateurs, c'est les mêmes simulateurs, on les a juste remontés dans une couche en 3D, mais c'est exactement le même code qu'on utilise. Il est juste encapsulé de manière différente. De la même manière, votre conseiller aujourd'hui que vous avez en ligne via un centre d'appel, quand vous cliquerez sur un bouton, si vous visitez un programme à Aix-en-Provence, il ira contacter notre conseiller client de l'agence physique d'Aix-en-Provence avec qui vous pourrez discuter.
uniquement dans une manière de naviguer qui sera un peu différente. Ok, donc effectivement, première vision très pratico-pratique. Finalement, c'est pas d'aller dans ces mondes-là, les Decentraland, les Sandbox et tous les autres, mais c'est finalement de créer son propre méta, qui est une nouvelle manière d'interagir avec les clients. Alors oui, mais avec des investissements raisonnés. Nous, on n'a pas la capacité de perdre 30 milliards comme nos amis de Facebook. Et donc, bien évidemment, on va y aller, mais avec des investissements rationnels, dans la mesure où la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui utilisent les métaverses vont pas être tout de suite clients d'achat d'appartements à 200 ou 300 000 euros. Et donc, on risque quand même d'avoir beaucoup de touristes. On risque d'avoir d'abord des gens qui vont se promener, qui visitent les univers avec presque la logique d'aller fouillasser un peu pour regarder si ce qu'on a codé est de qualité. Et donc ça, c'est un vrai sujet pour nous. Deuxième sujet, si on se dit la vérité, aujourd'hui, ces environnements ne sont pas en capacité actuellement de nous garantir qui sont les gens qui viennent visiter. Dans le fait de récupérer ce qu'on appelle les leads, il faut qu'on arrive à savoir que c'est bien François Desgardins qui est en train de se promener et pas sa grand-mère ou son petit frère. Et donc aujourd'hui, dans ces univers-là, les fameux avatars qui vont être créés, il manque encore des couches qui permettent d'assurer qui sont les gens avec qui on échange et qu'ils n'ont pas usurpé l'identité d'un tiers. Et donc, on n'a pas non plus envie de créer des places où tout le monde pourra venir raconter tout et n'importe quoi, sans aucun filtre. Donc, il va y avoir des sujets effectivement de médiation et d'environnement de tout cela. Et là, on attend nos camarades, les développeurs et les éditeurs de logiciels, parce qu'on va avoir besoin d'eux pour venir nous donner les outils qui nous permettent d'avoir cette relation, mais dans un cadre qui soit quand même un peu normé et dans lequel on peut avoir des échanges courtois et corrects et qui ne s'y passe pas tout et n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce qu'on sent que vous avez franchement réfléchi à votre ADN et la façon de le transposer. Combien de temps ça vous a pris en termes de réflexion pure entre le moment où vous décidez d'aller sur le métaverse, toute la réflexion de l'identité de votre entreprise et enfin sa transposition? Alors, on a commencé à s'intéresser au métaverse il y a un an et demi. On a fait un hackathon avec une structure qui s'appelle Hussard Academy. On a fait venir une 50aine d'étudiants à qui on a dit « Mais vous, qu'est-ce que vous attendriez d'un métaverse de l'immobilier ?» Donc ces 50 étudiants, ils sont partis dans tous les sens, bien évidemment, mais c'est ce qu'on attendait d'eux. Et puis, une fois qu'on a eu fini cette étape-là, on a été voir un certain nombre de sociétés de développement dont on avait pu lire sur les réseaux sociaux qu'elles étaient un peu à la pointe de ce qui se faisait, avec toujours la hantise de ne pas faire quelque chose qui soit déceptif. C'est-à-dire qu'un certain nombre de nos confrères grands groupes du CAC 40 se sont lancés, mais avec des métaverses dont la qualité d'image est discutable et dont l'animation est aussi discutable. C'est-à-dire que le métaverse, en réalité, c'est un monde réel virtuel. C'est pas un monde virtuel. Ça veut dire que si demain, dans mon fameux pavillon Nexity, je suis pas constamment en train de le faire vivre, vous allez venir une fois et vous reviendrez jamais. Or, c'est pas ça ce que je veux. Ce que je veux, c'est vous réengager. Ça veut dire que est-ce que demain, sous la tribune, je cache un Super Mario pour que vous jouiez avec une voiture dans l'environnement? Est-ce que je demande à Vianney de venir faire un concert privé sur un salon du métaverse Nexity pour vous faire revenir? Est-ce que Véronique Bédag, ma directrice générale, va annoncer les chiffres de Nexity dans ce métaverse ou dans une salle physique? Ces questions-là, il faut qu'on se les pose. Une fois encore, on va pas. Le sujet, c'est pas le réel ou le virtuel. Pour moi, le sujet, c'est les deux. Le virtuel va venir compléter le monde réel, mais ça se travaille. Et en tout cas, on ne veut pas sortir un produit qui fasse un effet waouh et puis au final, qui fasse upshit 2-3 semaines après. Donc, on a ça, on pourrait le mettre en production, mais on ne le met pas parce que tant qu'on n'a pas assez de contenu, et ça va quand même changer toute la manière de nos équipes de travailler ensemble, et ben, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Merci beaucoup François. On va peut-être avoir un retour d'expérience d'Alexandre Bloch. Alors Alexandre, personne ne t'a reconnu face à ton avatar que tu avais mis sur la présentation. Mais effectivement, c'est le patron de The New Face, qui est une agence de communication spécialisée dans le méta et qui a fait déjà de très belles choses. Il vous parlera peut-être du méta qu'ils ont sorti pour Renault sur le salon de l'automobile. Et donc, mais je pense que tu as la même certitude, ou en tous les cas les mêmes convictions partagées que François sur qu'est-ce qu'on fait du méta et comment est-ce qu'on interagit avec le monde réel. Alors bonjour à tous. Donc du coup là vous pouvez voir l'expérience qu'on a fait pour Mobilize et selon moi je pense qu'on passe à peu près tous entre 90 et 100% de notre temps devant un écran. Donc c'est de se dire tout simplement comment on va mieux interagir avec le digital et comment on va être
comment on va réussir à avoir ce côté ultra immersif. On a beaucoup parlé de métaverse, mais le métaverse, c'est beaucoup de briques. Et je pense que c'est tout d'abord, surtout l'aspect social du jeu vidéo. Moi, je sais que j'ai grandi avec le jeu vidéo, ça a représenté toute mon enfance. Et c'était ce moment-là où je me retrouvais avec mes amis pour jouer soit à Fortnite, pour jouer à un jeu, pour essayer de faire une quest tous ensemble. Mais c'était vraiment l'aspect social. Et le but, c'est de réunir toutes ces briques, donc avec les crypto-monnaies pour pouvoir échanger, avec les avatars pour son identité. Moi, c'est pour ça que j'ai mis un avatar. Et parce que c'est l'identité où laquelle je me sens le mieux dans le digital. Et même, par exemple, pour les visites, c'est de se dire, je peux venir avec mon avatar et j'ai pas ce côté de la vie normale où je peux être gêné, timide avec l'agent, mais en fait, dire pleinement ce que je pense sous un pseudonyme. Et c'est là, par exemple, où le portefeuille digital peut nous aider parce que je ne vais pas venir avec le compte de ma grand-mère ou le compte de mes parents, mais directement avec mon portefeuille qui va vraiment justifier ce que je suis. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de venir comprendre l'ADN et l'histoire d'une marque ou d'un groupe et vraiment d'essayer de la décrire au mieux dans cet espace digital. Là, dans l'exemple que vous avez ici, c'était l'exemple de Mobilis, par exemple, et eux, ils ne vendent pas, c'est une marque de voiture qui ne vend pas de voiture. Donc c'est assez difficile à comprendre. Donc on s'est dit comment, dans un univers digital, on va réussir à faire comprendre toute leur offre de manière ultra immersive. Et donc l'objectif, c'est vraiment de venir recréer le feeling qu'on a avec le digital pour être encore plus dans l'immersion quand on l'utilise. Peut-être une autre expérience qui est intéressante, en tous les cas, que vous avez développée et qui était plus portée pour les collaborateurs. Parce que ce que tu dis est vrai, c'est comment est-ce qu'on crée, alors François recherche, comment est-ce qu'on crée une nouvelle expérience avec nos clients, comment est-ce qu'on les emmène, comment est-ce qu'on crée du lien social entre nos différents clients. Mais vous avez aussi créé du lien au sein d'une grande entreprise auprès de milliers de collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait pour que ces milliers de collaborateurs se connaissent mieux, travaillent mieux ensemble? C'est peut-être là une application très réelle de ces mondes virtuels. Alors là, je ne veux pas vous apprendre grand-chose parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le monde professionnel, mais j'en ai quand même. C'est qu'on est tous désengagés. Depuis le Covid, on passe encore plus de temps en télétravail, encore plus de calls. Moi, personnellement, j'ai jamais connu même les rendez-vous en physique. Je suis directement arrivé directement dans les Zooms. Et en fait, on a un désengagement, on change plus facilement de travail, on croit moins en son IP, on a même moins de relations, on est désengagé. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va se baser sur l'aspect communautaire Web3 et on va faire un jeu d'engagement en interne avec les collaborateurs où ils pourront sortir de Teams, sortir de Slack et vraiment aller sur Discord, qui est la plateforme sociale principale dans le Web3 et le Metaverse, et d'aller de faire un jeu qui peut être à la fois sur des problèmes et des business spécifiques à leurs unités, ou en fait juste du jeu et de la culture. Et le but de ce jeu d'engagement, c'est venir recréer en fait cette synergie entre les équipes. L'objectif, c'est que les équipes, je prenne une personne du pôle marketing, une personne du pôle finance, une personne du pôle sales, et de les faire échanger tous ensemble et venir tackle des problèmes spécifiques à leurs unités qui peut-être leur N+1 ou leur N+2 n'auraient jamais remarqué. Et là, l'objectif, c'est de les solve tous ensemble. Donc, on peut le faire sur des cas concrets de business, mais aussi faire tout simplement du jeu, aller minter des NFT, aller se balader dans des métaverses. Et quand on l'a fait donc, pour le groupe Kering, on a vu un engagement génial. Au début du jeu, tout le monde, on a eu tellement de connexions que en fait, le jeu a bugué pendant 10 minutes, donc c'était assez impressionnant. Et en fait, au final, les gens apprenaient en même temps, donc sur toute la culture de Web3. Et à la fin, au bout de 2 semaines, en fait, les meilleurs joueurs venaient directement aider les joueurs les moins bons et s'envoyer des photos, s'envoyer des messages le lundi matin pour savoir comment ils allaient, s'ils avaient passé un bon week-end. Et là, dans les 4 coins du monde, avec tous les collaborateurs. Donc, c'était une expérience assez géniale. On a pu nous échanger avec les gens d'Ariane Espace qui nous expliquaient que ça fait déjà 5 ou 6 ans que les équipes de Kourou et que les équipes des Mureaux, donc à côté de Mantes-la-Jolie, se retrouvent sur des pas de tir à l'échelle réelle dans le métaverse pour finir la construction de leur maquette de fusée, alors avec des sujets de protection, parce que bien évidemment, il faut éviter que les Chinois ou les Américains rentrent pour voir la technologie que ces derniers sont en train de développer. Mais c'était assez intéressant de voir comment ils se retrouvent dans un univers taille réelle.
ce qui bien évidemment était impossible jusqu'à ce que le méta arrive. Voilà. Et pareil, de leur demander est-ce que ça crée des conflits de génération, et au contraire, nous expliquer que pas du tout, parce que les plus anciens de leurs équipes retrouvaient cette capacité à montrer dans des objets taille réelle ce qu'ils faisaient avant avec des machines-outils, et qu'ils avaient eu plus de mal à faire avec des logiciels 3D un peu techniques et un peu complexes. Le méta leur permettait de retourner avec des choses presque sensorielles, alors qu'en fait elles ne le sont pas. Ok, donc finalement, le méta, c'est pas seulement un monde de spéculation avec des monnaies qu'on n'arrive pas à connaître, avec des terrains où on imagine acheter des appartements sur le sommet de la Tour Eiffel pour vivre dans un autre monde. C'est des choses quand même très pratico-pratiques. Est-ce que vous voyez vous avez une autre vision des applications qui peuvent avoir lieu dans l'immobilier ? Quelque part une agence complètement virtuelle, mais si on pousse peut-être un petit peu plus loin dans ce monde, dans ces interactions entre collaborateurs, dans ces actions entre gens, sur le transactionnel, sur la gestion locative, sur les syndics, il y a certainement des applications très pratico-pratiques à développer et à poser. Alors, moi, je pense que déjà même, alors pour la gestion locative, je pense que déjà si on ajoute, bon, je pense que c'est dans un futur à plus long terme, mais si on ajoute par exemple le fait de se connecter avec son portefeuille digital, par exemple si nous tous les quatre, on visite le même appartement et on a le même cas, c'est le propriétaire de l'appartement qui doit choisir quelle personne achète entre nous, ça va se faire sur plusieurs critères. Est-ce que j'ai eu un bon feeling avec la personne? Quel est comment ça s'est passé? Je vais essayer de trouver si ça s'est bien passé avec ses locataires précédents. Regarder un peu son historique, mais si vous mettez 10 € peut-être de plus que moi par mois, vous allez peut-être l'avoir. Et aujourd'hui, si on se connecte avec son wallet, je peux directement voir en fait le portefeuille de la personne, voir s'il a des collectibles digitaux, s'il a qu'est-ce qu'il a dans son portefeuille, donc qu'est-ce qu'il a sur son compte courant au final, parce que tout est ouvert sur la blockchain. Donc je pourrais en fait tout simplement décider si je loue à cette personne, et je pense que ça solverait pas mal de solutions. Et même si on passe dans l'immobilier neuf, par exemple, si je veux acheter un appartement, on pourrait se dire que j'arrive, alors ça c'est vraiment très long terme, quand on n'aura plus de smartphone mais juste des lunettes connectées, c'est de se dire en fait j'arrive dans un appartement qui est tout blanc, même avec un canapé blanc, et en fait directement avec mes lunettes, je vais voir mon NFT qui est mon image digitale en fait se mettre directement sur mon mur. Si je veux la changer en un clic, elle se change en un clic. La couleur de mon canapé en fait avec mes lunettes, si j'ai un motif dessus, la couleur de mon canapé peut totalement changer. Donc selon mon humeur du jour, je peux changer la couleur de mon canapé. Ou même si j'arrive chez un de mes amis qui a un appartement connecté, en fait, je revois directement mes œuvres chez lui, et je pense que ça peut avoir un bon impact sur notre vision de tous les jours. On pourrait aussi envisager que ce soit un élément discriminant entre deux logements. Un logement qui non seulement vous permet d'avoir une expérience classique, mais aussi qui intègre cette expérience immersive. Et peut-être que demain, on peut se dire que certains logements ou certains habitats permettant de mixer très facilement les deux environnements auront peut-être plus de valeur que des logements classiques. Donc là, c'est plutôt pour les constructeurs. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, surtout quand on voit que les outils qui vont arriver sur le marché, notamment avec tout ce qui est outils haptiques, là, on va pouvoir prendre en charge beaucoup plus de choses sur l'utilisateur. Alors nous, en tant qu'acteurs promoteurs, constructeurs, ce qui nous intéresse le plus, c'est le fait que la puissance publique utilise la 3D pour la validation des permis de construire. C'est qu'aujourd'hui, un des problèmes qu'on a tous, c'est le délai qui court d'instruction des projets qu'on propose. Cette instruction, elle est longue parce que la réglementation est complexe. Cette réglementation, ce qu'on espère, c'est qu'un jour, elle prendra la forme d'algorithme, et que quand on proposera une maquette avec nos architectes, un algorithme puisse tourner sur la maquette 3D et dire tout de suite est-ce que le programme qu'on propose coche bien les critères du plan local d'urbanisme ou pas. Et si on faisait ça, on gagnerait tous beaucoup de temps, et on gagnerait tous aussi beaucoup d'argent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en tant qu'acteur de la transaction, j'espère qu'un jour, avec bien ici Habiteo, vous pourrez vous promener dans les rues et voir avec une paire de lunettes les appartements qui sont à vendre, plutôt en tournant votre tête comme ça dans la rue, et pas en allant vous connecter sur une plateforme. Donc on pourrait très bien penser demain qu'au fur et à mesure, quand vous promenez dans une rue, vous voyez une affiche qui apparaît sur votre lunette et qui vous dit que cet appartement est à vendre à 253 000 €.
€ et que celui-ci est alloué à 1257 € ou je ne sais trop quoi d'autre. Donc ça c'est des technologies qui arriveront, alors plutôt dans la réalité augmentée que dans le métaverse, mais en réalité on va utiliser les mêmes technologies. Et puis bien évidemment sur tout ce qui est property management et syndic de copropriété, on va aller sur tout ce qui est maintenance préventive et curative. Donc comment, quand il y a un problème dans un logement, on va pouvoir à distance diagnostiquer le problème et intervenir le plus vite possible, le détecter. Et puis peut-être que demain, là encore, avec des lunettes, vous pourrez regarder un appartement en voyant les fuites de chaleur pour vous demander comment il faut le réhabiliter, quels sont les endroits sur lesquels il faut intervenir pour aller faire de la rénovation et éviter que votre logement soit une passoire thermique. Merci. Peut-être un petit mot de conclusion, Alexandre. Comment est-ce que tu te projettes dans 5 ans ? Très bonne question. Comment je me projette dans 5 ans ? J'espère qu'on aura un monde digital qui est plus communautaire, qui est plus engageant et beaucoup plus immersif. Et surtout, c'est de se dire, en fait, comment je vais utiliser cette technologie, pas pour en fait, faire un monde... Et vraiment, je le demande à toutes les personnes qui s'intéressent au métavers. C'est pas de faire un monde pour faire un monde digital, un monde métaverse. C'est pas de se dire qu'on va acheter des NFT pour gagner de l'argent. Honnêtement, si vous voulez le faire, je vous déconseille totalement. Vraiment, prenez goût à ça et essayez de trouver quelque chose qui va réellement servir. Essayez de vous dire comment, en fait, rien que dans mon immeuble, je vais essayer de me réengager avec mes voisins, parce qu'au final, on parle jamais à ses voisins. Enfin, on rentre chez soi, on s'enferme, et de se dire, ok, comment avec cette nouvelle technologie, je vais essayer de créer quelque chose de périn et qui va vraiment m'aider à soit dans mon travail à améliorer mon quotidien, soit même dans ma vie personnelle, comment ça va améliorer mon quotidien. Et je pense qu'on a mis ça, qu'on a coché toutes ces cases, on peut créer des bonnes choses pendant 5 ans. Merci. Et François, du coup, je sais que vous avez un plan à 2026 qui est assez, qui se décline chez Nexity. Est-ce que ces mondes-là en font partie ? Alors, ils en font partie. Hein. La tagline de Nexity, c'est vivre ensemble. Or, pour moi, vous savez, on est dans l'ère du coworking, co-living, co-meeting. Et finalement, le métaverse, c'est avant tout comment on va vivre avec nos communautés. Donc ce que j'espère demain, c'est que dans le métaverse, on arrivera à gérer de manière apaisée un rapport entre nos clients, parce qu'on a besoin que nos clients nous expliquent ce qu'on fait de bien et aussi ce qu'on fait de pas bien, mais dans un mode qui nous permet tous d'avancer, pas juste dans un mode un peu haineux qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux parfois. Donc ce que j'espère, c'est qu'on arrivera à créer ces plateformes communautaires dans lesquelles nos clients viendront parler avec nos collaborateurs pour qu'ensemble, on crée ce vivre ensemble communautaire avec un état d'esprit qui sera le bon et qui nous permettra, nous, de grandir en tant qu'entreprise. Donc on est bien au cœur de l'ensemble de ces, on peut dire, de ces problématiques que sont ces mondes virtuels. C'est finalement la projection, et c'est peut-être aussi la projection dans le monde réel. Donc c'est là où on fera la conjonction entre les deux. Pascal, peut-être aussi un mot de conclusion ? Oui, moi j'aimerais bien que dans ce monde, on respecte aussi la vie privée. C'est-à-dire que on a un peu tendance à penser, mais ce qui est plutôt rassurant, c'est que les gros acteurs du secteur placent ça au sommet de leur approche, puisque effectivement, un point important, c'est qu'il n'y a pas de raison dans le métaverse de faire n'importe quoi. Et essayons de profiter du meilleur, comme ça a été dit, parce que le meilleur peut exister grâce à ça. Et puis aussi dans les échanges financiers, d'arriver quand même à plus de transparence, parce que certes, on peut tout acheter et tout vendre sur le métaverse, mais je trouve que, même si je ne suis pas un passionné de régulation, je trouve que le régulateur a raison de prendre ça en charge, parce que il faut éviter que ça ressemble à terme à un black market dans lequel tout le monde peut faire n'importe quoi. Bon, ceci étant dit, ce qui est plutôt rassurant, c'est que les dossiers sont pris en main, la technologie existe, les gens qui sont aux commandes sont plutôt normalement cortiqués et ont des valeurs. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Et peut-être qu'on peut prendre... On a le temps pour prendre quelques questions ? Oui, certainement. Allez. Bonjour, je suis Anna Cherbinina, agent immobilier. Moi, j'ai une question concernant, évidemment, confidentialité et surtout aussi le contrôle. Par exemple, je prends l'exemple classique de ce qui est aujourd'hui connecté, c'est Linky. Ceux qui ont installé le savent. Aujourd'hui, il y a un pacte qui est passé. Linky a décidé de couper entre midi et 14h de façon unilatérale les compteurs. Voyez ? Donc demain, pour l'appartement connecté via Metaverse, votre avis soit sous total contrôle des Big Brother, n'est-ce pas ?
qui sera autour de vous. Et moi, j'aimerais savoir où est cette frontière saine. Et pareil pour les cambriolages, pareil pour tout d'ailleurs. Est-ce que vous avez envie qu'on sache autour de vous combien de choses vous avez mangé, à qui vous avez parlé? Déjà, on a ça d'ailleurs avec Alexia, ou comment s'appelle ça, Alexa? J'ai pas. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'inquiète. En tant qu'agent immobilier professionnel, aujourd'hui, beaucoup de clients se tournent vers moi parce qu'ils savent qu'il y a une confidentialité totale dans mes services. Merci. Alors, on n'est pas l'État français. Ça va être compliqué de répondre à la place de l'État français. Ceci étant, honnêtement, je pense qu'on on est tous des citoyens. Donc, on a les mêmes questions que vous parce que demain, dans mon propre appartement, j'ai pas tellement envie de vivre ce que vous venez de nous expliquer. Donc, nous, on travaille avec l'ANSI, qui est l'Agence nationale de sécurité informatique, agence de l'État. On sait que l'État est en train de former beaucoup de hackers éthiques, dits éthiques. Donc, ils sont des gens qui vont venir nous protéger. Il y en a 17 000 qui doivent être formés dans les mois qui viennent. Je pense que c'est pas au privé. Alors moi j'ai un parcours mixte, hein, j'ai fait 15 ans dans la fonction publique et un certain nombre d'années dans le privé. Donc je pense que c'est à la puissance publique de prendre ça en main, d'organiser ce qu'il faut pour que nous, les entreprises privées, on puisse collaborer avec elles, avec eux sur un certain nombre de sujets. Et bien évidemment qu'on doit vous assurer la réversibilité, la capacité du droit à l'oubli, le fait effectivement qu'on sache qui vous êtes. C'est bien ce qui me faisait dire tout à l'heure que le métaverse n'est pas encore prêt. C'est qu'aujourd'hui dans le métaverse, finalement, ces outils de contrôle, c'est des logiciels qui n'existent pas encore. Quand on s'est intéressé à... Parce que nous, on voulait créer un métaverse en mode multijoueur. Donc, cette capacité à ce que tout le monde puisse venir interagir avec tout le monde. On s'est rendu compte que ça allait être très compliqué d'amener les gens aujourd'hui à créer cette identité numérique. Donc, tout passera, de mon point de vue, autour de la gestion de cette identité numérique. Identité qui est, de mon point de vue, la compétence régalienne de l'État. Notre identité, c'est l'État qui la gère, c'est pas un opérateur privé. Et puis, il y a un élément, mais c'est dans le droit fil de ce qui vient d'être dit. L'Europe est aussi particulièrement consciente du problème. On a un avantage en Europe, c'est qu'on n'a pas le Patriot Act, contrairement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans la société anglo-saxonne, on n'a pas le droit de mentir, sauf avec le Patriot Act, où vous pouvez dire que vous n'accédez pas aux données personnelles de quelqu'un, bien que vous y accédiez pour le fournir à l'État. Donc, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même assez dérangeant. En Europe, on ne peut pas faire ça, c'est plutôt sain. Mais effectivement, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que dans le fond, Facebook a investi massivement dans le métaverse pour que ce soit une espèce de Far West où on puisse faire tout et n'importe quoi. Et au final, je ne suis pas certain qu'eux en touchent les bénéfices, et c'est plutôt salutaire sur l'aspect respect de la vie privée et respect de l'individu, parce qu'au final, comme vous l'avez dit, on est des citoyens et des citoyennes. Et donc, dans le fond, en Europe, il y a quand même la puissance publique aussi, et c'est bien que ça vienne de la puissance publique, parce que si vous confiez ça à une entreprise privée, naturellement, l'idée, ça sera de faire un maximum de marge avec les données de tout le monde. Bon, même si vous avez une éthique derrière. Au moins, les États et l'Europe prennent ça en charge, et c'est plutôt rassurant. Et bien, sur le bout de la fin, c'est pas mal ça. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.